très contente. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien et que pour moi, ça a dépassé largement le souci que j'avais. Ça m'a non seulement rassurée, mais j'ai trouvé que ça avait une tenue qui m'intéressait beaucoup. Enfin, c'était une belle pièce de travail qu'on pouvait utiliser. Et voilà, je dois même dire que par rapport à un travail que j'ai fait, j'y suis retournée par rapport à quelque chose que vous nous avez dit, Patrick. Donc, on continue, hein, puisque quand même, ça a déjà produit quelque chose que moi j'ai trouvé intéressant. Et j'ai vu que sur les sites, il y avait des remarques à propos de positifs, hein, à propos de ce premier film et de ce qui avait été énoncé. Donc, Patrick, moi, je me suis retrouvé dans la position de l'analyste qui recommence à enseigner, qui est une position d'esclave. Ah, voilà, au travail. Alors, donc, je vais commencer un peu direct comme ça dans le sujet. Il y a du psychanalyste, mais il n'y a pas un psychanalyste. C'est donc une rêverie hystérique de penser qu'il y en a au moins un. Cela dit, on ne va pas se plaindre, parce que si elles viennent nous voir, elles nous font croire que nous sommes psychanalystes, et il ne s'agit pas de les croire, mais enfin, ce n'est pas désagréable d'avoir des personnes qui vous mettent dans cette position-là. La psychanalyse a commencé à exister à partir du moment où Freud découvre qu'il y a un dire interdit. Interdit, ça veut dire entre les dits, qui est à entendre entre les dits, mais qui est aussi à lire entre les lignes. Alors ces deux notions de dit et de dire sont souvent très difficiles à séparer quand on en parle, parce que au fond, les dits, on comprend que c'est des choses qui sont dites, mais le dire peut se référer soit à l'acte d'énonciation d'un sujet, soit au contraire dire autre chose qui est un événement. Alors je vais vous donner un exemple pour que vous saisissiez la chose. Quand De Gaulle lit son appel du 18 juin, il dit quelque chose, il lit un texte, il dit quelque chose, mais ça fait un événement, donc il y a un dire dans ce qu'il dit, qui va changer le cours de l'histoire, en tout cas pour la France sous l'occupation. Voilà comment il faut entendre cette dimension de dire comme étant une touche du réel, et donc ce n'est pas tous les jours, quand on parle, que l'on prononce et que l'on dit des choses qui font événement. Hein. Voilà, sinon la plupart du temps, c'est un peu du blablabla les dits. Alors, ce dire interdit, Freud le nomme comme il peut l'inconscient. Alors ça prête à toutes sortes de confusions parce qu'au fond, c'est un terme qui est utilisé dans d'autres domaines et on voit aussi comment ailleurs on s'en empare aujourd'hui, par exemple en philosophie, seulement ça n'a rien à voir avec la définition freudienne de l'inconscient, que je reprendrai un petit peu plus tard. Il faut faire la distinction entre le savoir et la connaissance. La connaissance, au fond, on pourrait dire comme ça, c'est de l'information. On dirait de quelqu'un qui l'est cultivé parce qu'il a beaucoup lu, qui connaît beaucoup de choses. Et une méconnaissance liée à un défaut disons, d'information, ça ne se recouvre pas avec ce qu'on appelle l'inconscient. Mais je vous en parle d'emblée parce que c'est des choses qui se véhiculent dans la doxa et dans les journaux. Donc c'est un terme qui, en principe, maintenant, appartient à la psychanalyse, c'est même un concept fondamental de la psychanalyse, et en même temps, ça reste encore... par exemple, Jung, il parle aussi de l'inconscient, mais ce n'est pas l'inconscient freudien. Voilà, par exemple. Ça, il faut le savoir, parce que j'ai déjà discuté avec des personnes qui sont proches des théories de Jung, et peut-être que je pourrais en dire les grandes différences. Dire qu'il y a un refoulement originaire qui n'est jamais levé, c'est dire qu'il y a un trou dans tous les savoirs. Il n'y a donc aucun discours qui peut prétendre faire monde avec son propre discours, y compris celui de la science. C'est-à-dire que la science, elle attrape des bouts de réel, mais ça ne fait pas l'univers. Et compte tenu
de la marche de la science actuellement, qui va de plus en plus vers le réductionnisme, on ne s'y retrouve pas. Hein. Autrement dit, la science, c'est aussi un fantasme. Si vous allez dire ça à Saclay, vous risquez d'avoir des histoires. Mais c'est aussi un fantasme. C'est-à-dire que le réel, pour le parlant que nous sommes, pour les parlants que nous sommes, on ne peut jamais l'atteindre. Voilà. C'est ce que dit d'ailleurs le théorème de Gödel, en ces termes: dans tout système formel, il y a toujours une part d'indécidable et d'indémontrable. Ça a été repris par Lacan, bien entendu, qui a chopé ça en cours de route. L'inconscient que Freud situe dans sa première topique, moi c'est plutôt de ce côté-là que je me situe, entre perception et conscience, cet inconscient est constitué des traces mnésiques que laissent les premières expériences perceptives du sujet, premier moment de sa vie. Et Lacan va rentrer là-dedans avec son axiome bulldozer pour dire que l'inconscient est structuré comme un langage. Son retour à Freud n'est pas une simple relecture avec des commentaires, c'est vraiment une tentative de retrouver le sens originaire de la lettre de Freud. C'est-à-dire que même Freud, à son insu, a fait émerger un certain nombre de dires, des points de réel, il l'ignorait d'une certaine façon, et c'est ça qui est très fondamental. Il est arrivé à faire passer dans son œuvre un nouveau savoir tout en ne le sachant pas. Alors, je dis ça parce qu'on voit des Onfray qui se précipitent sur il a trafiqué ses notes, il a trafiqué ses cas cliniques et tout ça, alors qu'il fallait aller justement chercher les pépites qui sont dans Freud. Et moi, j'insiste beaucoup pour que nous fassions et que nous travaillions sur le couplage Freud-Lacan. On ne peut pas travailler Lacan sans revenir tout le temps à Freud, et on ne peut pas lire Freud sans se servir aussi de Lacan. Et ça marche très bien, on découvre tout le temps, à chaque lecture nouvelle, on découvre des choses. Et Lacan s'autorise de cette définition à partir des 3 premiers grands ouvrages fondamentaux de Freud, que sont l'interprétation des rêves, le mot d'esprit dans son rapport avec l'inconscient, et puis psychopathologie de la vie quotidienne. C'est les 3 grands ouvrages où on peut vraiment lire sans difficulté que pour Freud, l'inconscient est structuré comme un langage. Dès la première séance d'ouverture de son séminaire au public, en 1953, Lacan annonce comment il procède dans son enseignement, mais aussi ce que va devenir sa pratique. Alors, je le cite: le maître interrompt le silence par n'importe quoi, un sarcasme, un coup de pied. C'est ainsi que procède dans la recherche du sens un maître bouddhiste selon la technique zen. Il appartient aux élèves eux-mêmes de chercher la réponse à leurs propres questions, le maître n'étant là que pour leur donner une indication au moment où ils sont en train de trouver la réponse aux questions qu'ils se posent. Donc, Lacan situe son enseignement comme étant en dehors de tout système, un refus de tout système, c'est un refus même calculé de tout système, parce qu'il découvre une pensée en acte et en mouvement perpétuel, qui fonctionne sur plusieurs registres, comme Freud d'ailleurs, qui passe son temps à faire des allers-retours dans ses avancées théoriques. Et c'est une erreur de penser qu'il n'y a que des mots usés chez Freud, comme on l'entend actuellement dire par certaines personnes. Freud est dépassé. Eh bien, il en est le même avec la pratique. On peut dire que Lacan, fait souvent les confusions, définit que ces modes d'intervention dans sa pratique, interprétation, levée des séances, qui sont des interruptions, scansion suspensive ou ponctuation, relèvent de la coupure. Voilà, c'est de la coupure. Il coupe.
et c'est un rapport à l'écriture. Quand on fait des traits, on coupe dans le texte pour lui donner un autre sens. Donc c'est des coupures qu'il effectue dans le texte de l'analysant. Alors, avant d'aller plus avant, il faut que je revienne à un texte premier de Lacan qu'il a rédigé en 1945 et qui, au sortir de la guerre, c'est important de le savoir parce que le contexte compte, qui est une clé pour la compréhension de sa pratique spécifique. Alors, je résume le truc, ce texte s'appelle « Le temps logique et l'assertion de certitudes anticipées ». Bon, moi je vais le simplifier au maximum, mais quand on va le lire de près, c'est assez difficile. Alors, c'est un directeur de prison qui convoque 3 prisonniers et qui leur dit, voilà, je vous offre la possibilité d'être rendus à la liberté si vous acceptez de vous soumettre à l'épreuve que voici. Je dispose de 3 disques blancs et de 2 disques noirs, et je vais placer un de ces disques dans le dos de chacun de vous, sans qu'il sache duquel il s'agit, et il aura la possibilité de regarder les 2 autres, bien sûr les 2 autres prisonniers. Vous n'avez pas le droit de communiquer entre vous, et le premier qui aura trouvé la solution, c'est-à-dire qu'il aura identifié la couleur qu'il a dans le dos, sera libéré. Hein? Il faut que vous me donniez, dit le directeur de la prison, il faut que vous me donniez une réponse logique et pas simplement qui relève de la probabilité ou de la simple intuition. Les 3 prisonniers s'observent et au bout d'un certain temps, comme ça, ils sortent ensemble. Et chacun séparément donne la réponse suivante au directeur de la prison. Alors vous voyez le contexte de la prison, enfin, c'est un peu curieux, et je pense que c'est lié au contexte bien sûr de la guerre, et puis c'est peut-être une réponse à Sartre, qui avait écrit un texte, je ne me souviens plus lequel, où il dit qu'il n'y a pas de plus grande liberté que d'être entre les 4 murs d'une prison. Ce qui est quand même un peu une provocation de l'époque. Enfin, c'était comme ça. Hein. Donc voilà, un des prisonniers, chacun va dire la même chose. Premier temps, ce qu'on appelle l'instant de voir, qui est l'instant d'intuition, comme ça, on jette un coup d'œil, et il se dit, voilà, je vois en face de moi 2 blancs, donc je suis ou blanc ou noir. Qu'est-ce que je peux faire pour le savoir? Peut-être que si je m'avance vers la sortie, si j'esquisse un geste, un petit peu comme quand on joue au poker, hein, on bluffe un peu, si j'esquisse un geste vers la sortie, je vais apporter quelque chose de nouveau dans ce que je vois. Et effectivement, il va vers la sortie et les 3 personnages font exactement la même chose. Donc, il s'arrête. Première scansion suspensive. Et il se dit, bon, il se met à réfléchir. Tant pour comprendre. Il faut qu'il comprenne pourquoi. Il se met à raisonner. Et il se dit, voilà, au fond, il y a une probabilité que nous ayons la même couleur. Cependant, après tout, si par exemple j'étais noir et que le prisonnier numéro 2 faisait le même raisonnement que moi et que chacun de nous avait un disque noir, le 3e, aussitôt voyant 2 disques noirs, aurait la certitude qu'il a un disque blanc et par conséquent prendrait la sortie. Or, il n'en fait rien. Ça veut dire qu'il y a un moment d'arrêt absolu. Il y a un arrêt absolu. 2e scansion suspensive dans le mouvement de sortie. Et à ce moment-là, le prisonnier dit, mais là, il faut que je sorte le plus vite possible, parce que si je ne sors pas tout de suite, les autres vont me doubler et je n'arriverai pas le premier, parce que on dit le premier. Et les 3 prisonniers se hâtent vers la sortie, chacun ayant fait exactement le même raisonnement que lui, ce qui démontre l'intuition du départ, et par conséquent, il ne faut pas être en retard sur les autres, sinon on se trompe. Et voilà comment se solutionne, c'est un sophisme. Alors, il y a une erreur, il y a comme dans tout sophisme, quand vous les étudiez, il y a une erreur de raisonnement, toujours. Il y a un piège là-dedans. Il manque un truc. Alors, Lacan va dire qu'au fond, donc, le dernier temps, c'est la hâte de conclure,
dans une certitude anticipée d'être blanc, et que donc il faut faire le geste de sortir, conclure le truc. Alors, Lacan reprend le sophisme, qu'il étudie d'une façon très développée, très compliquée, mais je le simplifie là, comme ça, pour nous aujourd'hui. Il va dire que si on tient compte, non pas du mouvement qui existe, bien sûr, le mouvement de chacun de sujets dans l'acte, mais des motions suspensives, alors à ce moment-là, on intègre le temps, c'est les scansions suspensives avec les autres, on les intègre dans un procès logique, et donc qui n'est plus du même registre qu'un simple procès chronologique. Et que donc le sujet va pouvoir conclure au terme d'une véritable expérience logique. Alors, vous voyez, c'est tout l'horizon de ce que peut être une logique du signifiant, de la chaîne signifiante, dont chacun, pour lesquels chacun de nous a à se repérer là-dedans. Alors, Lacan ne parle jamais de séances courtes, mais de séances, de variantes de la cure type, où il ironise, bien entendu, parce qu'il va dégommer ce truc-là, la cure type. Variante de la cure type, il va dégommer la cure type. La cure type, c'est celle qui est un usage à l'Association internationale de psychanalyse à l'époque, qui se définissent à partir de règles immuables qui fixent ce qu'on appelle le cadre. Bon, quand vous allez voir ces gens-là, vous êtes encadrés, hein, même si entre eux ils ne peuvent pas s'encadrer, comme pratiquement tous les analystes dans toutes les institutions analytiques, pour une raison qui est toute simple, c'est que les analystes, ce sont des épars dépareillés en quelque sorte. Ils ont un mal fou à faire groupe parce qu'ils sont des chacun un, et donc c'est très difficile de faire du collectif. Encore que Lacan, il avait cette vision, il était un peu optimiste. Comment faire un corps avec une foule? Ça n'a jamais été repris par les groupes analytiques, mais c'est un truc très intéressant parce que c'est une façon de traiter le nombre. Et justement, dans cet apologue dont je vous ai parlé, c'est une tentative d'essayer de mettre en route un fonctionnement du traitement du groupe par le nombre, y compris le travail en cartel et des choses comme ça, pour éviter les effets de foule. Donc lui, voilà, alors, dans cette AIPA, il y a 3 ou 4 séances par semaine, d'une durée de 50 minutes minimum, et c'est donc une référence purement horlogère, c'est le temps de l'exactitude, exactement, oui. Il y a 3 ou 4 trains par semaine pour aller nulle part, mais ils arrivent toujours à l'heure. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Les variantes de la cure type, bien entendu, désignent les fameuses dites séances courtes, qui sont condamnées sans appel, et pratiquement depuis le début, Lacan il est dans le collimateur. Et c'est comme ça à l'IPA. Hein. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, tout le monde s'en fout, on est très tolérant, chacun a ses petites théories dans son coin, il écrit, publie, toutes les variantes théoriques sont acceptées, c'est pour ça que ça marche pour eux en tout cas, à condition, alors là aussi j'ironise, de porter un costume gris, la cravate assortie, et quand on est didacticien, d'avoir un bureau avec pas trop de fantaisie à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas que l'analyste laisse transparaître quelque chose de sa personnalité, sinon l'analysant va être, enfin ils ne disent pas analysant, le patient là, il va être influencé. Moi j'avais un très bon copain qui était en analyse chez quelqu'un de très connu de l'IPA, comme ça, il m'a dit qu'il les 10 premières années de sa vie, il n'avait non seulement jamais entendu son analyste dire le moindre mot, jamais, et en plus il ne le voyait pas parce que son analyste lui ouvrait la porte et il était derrière la porte. Ensuite, il allait s'asseoir derrière le divan, et quand la séance était finie, l'analyste allait ouvrir la porte, il était derrière, il payait, mais il a reçu son billet, il ne le voyait pas. Bon, je dis ça comme ça. Alors, moi en mai 68, après mai 68, à bout de souffle.
c'était ça, j'étais à bout de souffle. Je m'étais un petit peu frotté à quelques hypéistes, soit des analystes bien installés, soit ce qu'on appelait à l'époque des psychanalystes en formation. Alors déjà, psychanalyste en formation, c'est quand même très suspect parce que, au fond, quand on devient un analyste, c'est une déformation continue de la structure tout le temps. Hein. Et que donc, il n'y a pas de formation de l'analyste, il n'y a que des formations de l'inconscient à analyser, bien entendu. Donc je travaillais avec eux parce que j'étais assistant dans un service de psychiatrie qui avait une orientation plutôt côté analytique, et on faisait des groupes, ce qu'ils appelaient des groupes de parole. J'étais absolument sidéré parce qu'ils n'écoutaient pas ce que disaient les patients. C'est des gens très gentils, il ne faut pas croire. Et alors, aux synthèses, quand on avait des synthèses, on parlait de ce qui s'était passé dans un groupe du matin, alors on blablatait, on racontait un petit peu les choses de la journée, les choses comme ça. Ils tenaient entre eux, ils avaient des propos contre-transférentiels entre eux. C'est-à-dire que je les entendais dire un tel « Ah oui, tel patient m'a beaucoup ému, je trouve qu'il souffre beaucoup, il me rappelle une cousine éloignée ou un oncle, un tel, enfin des choses comme ça. » Moi, je trouvais ça absolument obscène, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous voyez, le contre-transfert, ce que c'est? C'est contre le transfert, quoi. C'est ça que ça veut dire, le contre-transfert. Hein. Bon, je n'insiste pas trop là-dessus. En tout cas, à l'époque, on n'en était pas encore à la psychologisation galopante que l'on a aujourd'hui. Hein. Ou alors là, il n'y a plus de discours politique, tout le monde est catégorisé dans des trucs psychologiques. On a un président normal, hein, on a nos pervers narcissiques, et on a un certain nombre on est pris dans une typologie comportementaliste, avec un retour d'une clinique phénoménologique, qui vraiment c'est terrifiant, quoi. Ah ben moi je trouvais qu'ils étaient à côté de la plaque. Et puis puisque j'en parle, ils étaient à côté, ça veut dire que pas du tout, ils n'étaient pas du tout à côté, ils étaient très loin de la plaque. Parce que quand on est sur la plaque, quand même, ça peut un peu bouger. Et sachant la réputation sulfureuse de Lacan à cette époque-là, parce que déjà à l'époque on en parlait comme d'un monstre, lui, il enseignait ce que parler veut dire. Ce que parler veut dire n'est pas communication, mais choses à dire d'abord qui ont des effets et des conséquences. Ça parle, disait-il, donc se jouit, dont le sujet, bien entendu, ne veut rien savoir, et c'est un des mystères du corps parlant. Pour lui, le par-l'être, bien sûr ce terme est venu plus tard, mais je le prends ici, le par-l'être que nous sommes tous est l'effet de l'existence. Alors je l'ai fait en deux mots, EK, trait d'union, sistence. C'est un terme qui a été emprunté à Heidegger, qui signifie que c'est hors du site, par exemple, du langage. Ça existe au langage, c'est hors de son site. C'est ça que ça veut dire, l'expression. Donc, la structure réelle se disperserait en une poussière de tort, comme on dit. Ce sont en gros les structures élémentaires de la parenté, si vous voulez. Si elles n'étaient pas liées par le symbolique, c'est-à-dire le signifiant, dans sa rencontre contingente avec un corps vivant. Vous voyez, il y a un nouage qui se fait entre cette structure qui est liée par le signifiant à un corps vivant, dont nous ne savons pas très bien ce que c'est qu'un corps vivant. Hein. Alors ça, c'est un truc absolument implacable. Ben pour moi, je peux dire que ça a été... Alors, bon, comme ça, nous sommes le seul animal parlant de toutes les espèces animales sur la planète. On ne sait pas pourquoi. Et le seul point où on trouve une indication chez Lacan, il dit qu'il y a peut-être une affinité du corps humain avec le langage. Donc on ne sait pas, pourquoi nous sommes les seuls animaux parlants. Hein. Bon, pour moi, rencontrer Lacan, ça a été une bonne rencontre, au sens de fortune, si vous voulez, puisqu'il offrait une voie de secours, lui, aux gens essoufflés, comme on dit. On était nombreux hein, à l'époque, hein, très nombreux.
pas moyen de me suivre sans passer par mes signifiants. Alors quand j'ai entendu ça, je me dis, tiens, toi je vais te suivre, et non seulement je vais te suivre, mais je vais apprendre ta langue. Et quand je l'ai entendu dire, alors encore autre chose tout à fait fabuleux, qu'il n'y a pas de rapport sexuel, sauf entre les générations voisines, là, je dois dire que ça m'est tombé sur la tête. J'ai entendu ça un peu de travers, mais j'ai eu une petite intuition que c'était peut-être pour ça, que ça ne marchait pas bien entre les hommes et les femmes, et qu'on passe nos journées à ne parler que de ça. Hein? Eh bien, c'est vrai que Lacan, à son séminaire, comme il le disait, il nous donnait des coups de massue sur la tête, et s'étonnait d'ailleurs de voir une assemblée de 800 personnes l'écouter bien tranquillement, aligné sur les bancs, comme ça. Je suis allé lui demander une analyse à ce moment-là, et j'ai jamais regretté, parce que c'était sans équivalent. Alors, sans équivalent, c'est en sens mathématique que je dis ça. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il était le seul analyste, ni le meilleur, il y en avait des très bien sur la place de Paris, mais qu'il était le seul à enseigner, et ça je reviens toujours là-dessus, qu'il n'y a pas de rapport sexuel, de sorte que le réel ne peut pas s'écrire, et qu'il y a un trou dans tous les savoirs, et il mettait ça en jeu dans sa pratique. On peut dire qu'avec lui on était bien servi. Hein. Menu gastronomique à tous ses séminaires, qu'il comparait à un restaurant universitaire où il nous donnait à manger du foin pour qu'on l'avale et qu'on le recrache comme le chien de l'écriture. Quant à sa pratique, c'était un découpage en rondelles dans la cure, dans les contrôles, comme dans ses présentations cliniques. Et puis, vous connaissez tous quand même l'effet de cisaille dans votre comprenoir quand vous lisez ses écrits. Calculé pour être illisible et pas à lire, qui est un véritable concept, pas, trait d'union à, trait d'union lire, pas à lire, afin, disait-il, de pouvoir ne pas être détourné par le commerce culturel. Très sensible à ça. Hein. Là, on oublie ça aujourd'hui avec nos publications. Alors, on en a tellement dit, et ça continue sur lui, que je ne vois pas pourquoi je ne vous donnerai pas ma version à moi, ça fera un petit crin-crin supplémentaire dans tout ce qu'on dit sur Lacan. Sur sa pratique, justement. Qu'il justifie tout le long de son enseignement, en fait, si on le lit bien. Et il est allé jusqu'à, quand il a inventé sa procédure de la passe, le premier qui a été mis sur la sellette des autres analystes, ce sont ceux qui étaient dans les jurys d'agrément et qui entendaient dans la passe, la plupart du temps c'était surtout des analysants de Lacan, parler de la pratique de Lacan. À tel point que, à des occasions, j'ai eu des témoignages de ça, un passeur venait dire, voilà, tel analysant a dit telle chose, et Lacan s'arrêtait, il disait, mais comment j'ai pu laisser passer un truc comme ça? Il a été jugé là-dessus, c'était lui qui se mettait sur la sellette d'abord. Alors, moi je vais plutôt témoigner de la façon, je dirais, alors c'est peut-être un peu osé, nous pratiquions tous les deux. Donc je ne sais pas comment il faisait avec les autres, comment nous pratiquions. Comment j'ai pu comprendre ce qu'il faisait, en vous rappelant que j'avais dit la dernière fois que l'analysant est lié au couple analysant-analyste. Donc ce que je vais dire là, je pense que ça concerne tout type d'analyse avec n'importe qui, en tout cas ceux qui se situent dans le champ de l'enseignement de Lacan et de Freud. Moi, il y a une qualification que j'aime pas, c'est analysant de Lacan. Comme on en dresse des listes régulièrement depuis 30 ans, pour faire des commémorations soit de sa naissance, soit de sa mort,
Alors c'est tous les 10 ans, après c'est les bon, on a fêté le centenaire, donc on a du temps devant nous. Et donc les analysants de Lacan, on leur envoie des lettres pour qu'ils viennent témoigner de ce qui s'est arrivé avec eux. Dire analysant d'eux, vous voyez que c'est quelque chose qui va pour tout le monde, ça. Dire analysant d'eux, ça voudrait dire que l'analysant serait le pur produit de tel analyste nommé. Mais d'une certaine façon, il y serait pour rien. Alors je peux comprendre ça dans d'autres disciplines, effectivement, dans des écoles, ou avec certains maîtres, dans certaines autres disciplines, qu'on est formé par quelqu'un, mais là, non, l'analyste, c'est un analyste qui fait comme il peut avec son analysant, et l'analysant fait son analyse avec lui. Donc je préfère cette expression, j'ai fait une analyse avec. Voilà, j'ai fait une analyse avec. J'ai fait une analyse avec un type qui se disait psychanalyste, nommé Lacan, dont je ne sais pas grand-chose, et même rien d'ailleurs, n'ayant jamais eu affaire à lui en dehors de la cure et des contrôles. Je ne connais de lui que des ragots. Hein. Ils sont tous vrais, les ragots. Hein. Et d'ailleurs, Lacan donnait ça ne veut pas dire que c'est réel, c'est du vrai. Et Lacan disait très bien qu'il donnait aux ragots dans le collectif le même statut qu'est l'association libre dans la cure. C'est intéressant ça quand même. Hein. Donc, moi, comme analysant au travail, et lui, comme analyste, à l'acte. Il est dans l'acte. L'analyste, il est dans l'acte. Tranche. Lui, comme tenant lieu de la cause du désir, puisque on avait situé ça dans la position de l'analyse dans la cure. Se prétend, bien sûr, à dépendre de ce que je lui disais. C'est comme ça que ça se passait. Et sur le mode d'une présence-absence, que je peux qualifier maintenant, parce que ça m'interrogeait beaucoup à l'époque, d'un terme qu'il a inventé à l'occasion de son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, d'ailleurs, le terme d'extime. Ce n'est pas une relation intime, c'est une relation extime, c'est-à-dire quelque chose de très proche et de très étranger. C'est-à-dire, quand on était en présence, quand on était avec lui, sa présence était quelque chose comme ça. Il était très proche et très étranger. Mais en même temps, c'est un homme qui fonctionnait partout d'ailleurs. C'est pour ça qu'on le décrit souvent comme quelqu'un qui s'énervait. C'était une véritable plaque sensible. Dès qu'il y avait un mot qui sortait, il réagissait tout de suite. Et il intervenait, alors moi je l'ai vécu comme ça, avec beaucoup de prudence, beaucoup de tact, et je le trouvais très gentil, quoi, hein, très gentil. Il jouait de la voix, c'était ça, il savait le faire, il jouait de la voix, pas seulement du ton, mais de la modulation de la voix, qui était tout à fait, et en jouant aussi du silence. Donc, j'ai fait mon analyse avec lui et malgré lui. Et je pense que pour tout le monde, c'est pareil, avec n'importe quel analyste. Quand je parle de Lacan en dehors de cette pratique, je ne parle pas de la personne, moi, je parle du texte. Je parle de son texte. Je ne peux pas parler de sa personne, moi. On peut toujours nous dire et me dire, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui, qu'il était hors service, paraît-il, les 2 dernières années de sa vie. Moi, ça me glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Pourquoi ? Eh bien, pour le paraphraser, parce que Lacan, Vallas ne sont pas couplés dans l'être, c'est par la lettre qu'ils ont trouvé dans l'autre que, comme être de savoir, ils procèdent 2 par 2 dans un autre supposé qui n'existe pas. Donc, j'ai fait une analyse avec lui. Vous pouvez répéter tout le passage. C'est passage. Lacan, Vallas ne sont pas couplés dans l'être, mais comme être de savoir, ils procèdent 2 par 2 dans un autre supposé,
cet autre supposé qui n'existe pas. Donc c'est pour ça que je disais que j'ai fait mon analyse avec lui et malgré lui. Et je l'ai suivi, puisqu'il le disait de le faire comme ça, et que c'est aussi ce que dit l'analysant à son analyste, je l'ai suivi en passant par ses signifiants, et réciproquement, jusqu'au jour où j'ai perdu sa trace, et probablement lui, à mon endroit de la même façon. Au fur et à mesure de ce travail, je disais qu'il y avait quand même quelque chose sans équivalent, il y avait le séminaire, il y avait les thèses qu'on travaillait, il y avait tout un contexte comme ça très important. J'ai appris une langue nouvelle, celle qui était la sienne, qu'il inventait, et je l'ai appris au détriment de ma langue maternelle. Et bien c'est toujours comme ça dans toute analyse. Dès qu'on commence à parler de ses souvenirs d'enfance dans une cure, ou qu'on l'écrit éventuellement dans un livre, on passe d'une langue à une autre. Ça a été jusqu'à un extrême, je peux le dire comme ça, que moi, pendant un temps, je me suis retrouvé agrammatique, asyntactique, dysorthographique et presque dyslexique. Hein. Et pour moi, ce n'était pas calculé comme lui, parce que lui, c'était calculé. Puis petit à petit, on se récupère quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, mon intitulé « Séance courte et temps du rêve » implique une homologie de la temporalité du rêve avec celle de la séance, où justement les instances du temps, les scansions interprétatives, sont intégrées à un procès logique. On ne peut pas dire « j'ai rêvé de telle heure à telle heure ». Là, pour les séances, c'est pareil. Et au fond, les analysants eux-mêmes finissent par régler leur temps de séance. Et surtout comment ils l'interrompent. De toute façon, cette chose-là est importante à comprendre, que nous dormions ou que nous soyons réveillés, l'hypothèse de l'inconscient suppose qu'on passe son temps à rêver. Il n'y a pas de réveil, très peu, de temps en temps en cas de décès. Donc on va aux enterrements, on fait des rites funéraires. En fait, là on a le sentiment qu'on est mortel, là c'est un réveil. On sent qu'on est mortel, on dit qu'on est mortel, mais c'est un peu sur le mode de la dénégation, parce qu'on dit c'est lui qui est mort, c'est pas moi. Donc ça ne dure pas longtemps ce moment de réveil. Freud écrit qu'il a eu affaire avec une patiente qui ne lui livre d'un rêve qu'un seul vestige, le mot « canal ». Mais il n'en est pas du tout embarrassé. Il note dans une page, en bas de page dans l'interprétation des rêves, que ce mot n'échappera pas à l'interprétation. Ça ne viendrait pas à l'idée de Freud de dire qu'un rêve est trop court, donc on passe, j'en veux un plus long. Eh bien, ça tombe bien pour moi, parce que justement, je m'en suis aperçu il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, que canal, c'est exactement l'anagramme de Lacan. C'est pour ça que je vous en parle, moi, ici. Pour moi, c'est un dire, ça. Et je tiens justement à cette occasion-là l'exemple même de ce qu'un mot de la langue ordinaire, un dit, peut être un dire, un véritable dire, il suffit de changer l'ordonnance des lettres. C'est ça, un anagramme. Et Ferdinand de Saussure, il s'est désintéressé de son cours de linguistique générale finalement assez tôt, et il a passé le reste de sa vie à étudier les anagrammes, parce qu'il avait repéré qu'il se jouait quelque chose de très important là. Donc cette patiente a élaboré ce rêve à partir des bribes d'un autre rêve, où elle était en conversation avec des amis sur le livre de Freud, Mes mots d'esprit dans leur rapport avec l'inconscient. Et d'ailleurs, tous viennent se gargariser avec les textes de Freud à l'époque. Tout le monde se moquait de lui. Il le note souvent dans ses rêves, ces choses-là. Et dans cette conversation avec ses amis, on évoquait le Pas-de-Calais.
parler du Pas-de-Calais. Alors vous voyez la série Canal, mot d'esprit, Pas-de-Calais, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a pas de sens au sens où c'est comme un pas de vis. C'est-à-dire qu'il va y avoir une version nouvelle qui apparaît là. Et justement, alors ne me chipotez pas trop, là je fais un petit forçage parce qu'il faut bien que je parle de quelque chose, et comme moi ça me touche profondément, c'est de mon dire dont je parle là, évidemment. Eh bien la patiente, grâce à ça, elle peut dire ce qu'elle n'osait pas dire à Freud, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Voilà la vraie phrase. Ça c'est un dire. C'est un dire, et vous allez voir pourquoi c'est un dire. Parce que ça fait exactement pour nous le partage entre ceux qui croient à l'inconscient et en la psychanalyse et qui considèrent que c'est sublime et ceux qui la rejettent et la trouvent ridicule. Pourtant, ils ont bien saisi quelque chose, ceux qui la trouvent ridicule. Ils ont bien saisi qu'au fond, les réponses que fait l'analyste à l'analysant, elles sont spécialement connes, quoi, en gros. Hein. C'est assez bébête, quoi, hein, la psychanalyse, c'est assez bébête, c'est pas du tout des envolées lyriques, c'est quelque chose comme ça. Et les analysants, ils savent bien que c'est ça dont il s'agit, hein, ça les étonne pas. Hein. Et eux, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ben, ils font des jeux de mots, ben, bien sûr, c'est des effets tuyaux de poil sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. Seulement, évidemment, se raconter des blagues entre copains, c'est une chose, mais quand il y a quelqu'un sur le divan, c'est de son réel dont il s'agit. Hein, ça a donc une toute autre dimension. Donc, le canal, si vous voulez, ce terme-là, au fond, je vous le sors comme ça, une séance chez Lacan, ça pouvait être aussi bref que ça. Le temps de dire canal. Voilà. Hein. C'était pas toujours comme ça, mais c'était souvent comme ça. Hein. Et à propos de l'exemple de Freud, on peut saisir que le réel de l'inconscient de sa patiente, celle qui lui dit son désir, d'une certaine façon, qui n'est pas simplement de se moquer de lui, parce qu'elle y croit, elle la psychanalyse, c'est un désir qui a été anticipé par Freud, puisqu'il l'a noté en disant, je vais avoir, après coup, je vais comprendre pourquoi elle a sorti ce terme-là, hein, à propos du peu de sens, du mot d'esprit, de ces choses-là. Et évidemment, il peut l'anticiper, parce qu'il est l'analyste, et c'est à lui que ça s'adresse, hein, dans le transfert. C'est pour ça qu'il peut l'attraper, lui. Vu de l'extérieur, quand vous racontez ça, les gens ils disent, mais ils se foutent de notre gueule, ceux-là. Hein. C'est vrai que c'est souvent comme ça dès qu'on fait de la clinique dans des exposés. Hein. Ils ne comprennent pas que ça nous tient, ces choses-là. Hein. Donc moi, ça me fait relativement sourire quand j'entends beaucoup de gens, même dans nos milieux, dire que Freud et Lacan sont dépassés. D'ailleurs, il y a eu un petit exposé un peu hier, avant-hier, où il y avait quelqu'un qui disait des choses comme ça, qu'il fallait inventer des choses nouvelles. C'est vrai qu'il y a des significations nouvelles, mais la structure, elle est toujours la même. Donc, ce qui se montre ici, à Freud, qui a su attendre, savait attendre son heure, cette patiente accouche d'une parole fondamentale, celle de la réalisation d'un désir, amarré à une chaîne signifiante, hein, je vous l'ai dit, canal, mot d'esprit, Pas-de-Calais, c'est une chaîne signifiante, c'est à prendre comme ça, et ça produit chez elle une réalisation de désir au sens où c'est réalisé par le désir, comme on dit le réalisateur d'un film, et c'est une réalisation d'être du désir qui se manifeste par une satisfaction du côté du sujet, et probablement, pour Freud aussi, c'était une satisfaction d'entendre ça. C'est vrai que quand quelque chose comme ça sort dans une cure, il y a une satisfaction réciproque quand on a fait une touche de cet ordre-là. Lacan souligne qu'en opérant comme cela, Freud, avec une hardiesse qui frise l'audace et même la désinvolture, disait qu'il tenait pour légitime d'élider tous les temps pour comprendre, tous ces intervalles qui sont entre les dires, qui sont latents dans le sujet, c'est-à-dire qu'il annule les temps pour comprendre au profit des moments de conclure.
qui précipite la méditation du sujet à décider de l'événement originel. Freud était très ouvert aux règles techniques. Il n'avait pas, c'était pas dogmatique pour lui vis-à-vis de ses élèves, en gros, si vous voulez. Il disait que ça ne pouvait pas être des dogmes, mais que chaque analyste devait fabriquer son propre outil pour travailler. C'était pareil pour Lacan, qui disait « Prenez exemple sur moi, mais ne m'imitez pas ». Donc, j'essaye de vous dire ici, de vous présenter non pas son style qui est inimitable, comme pour chacun d'ailleurs, mais les raisons de structure pour lesquelles il produisait dans sa pratique, il opérait dans sa pratique un renversement dialectique dans le temps de l'analyse. Alors, évidemment, l'immensité, la plupart des gens qui venaient le voir étaient quand même des gens qui s'étaient très engagés et qui voulaient devenir analystes, qui étaient déjà très engagés dans ce genre de processus. Il y avait des gens même qui étaient des psychanalystes exerçants et reconnus dans d'autres écoles. Mais il y avait aussi ceux qui venaient d'autres horizons et qui étaient ce qu'il appelait le tout venant. Ce n'était pas un terme péjoratif chez lui, c'était des gens qui venaient à l'analyse parce qu'ils souffraient. Eh bien, c'était exactement le même régime de travail, le même régime, avec quelques petits aménagements qui tenaient compte de la subjectivité de chacun. Pour lui, toute cure est didactique. Alors ça a deux sens. Ça a le sens que c'est didactique parce qu'on y fait la conquête d'un savoir. Et en même temps, on apprend ce savoir. Donc il y a les deux termes qui sont en jeu dans la cure. C'est en ce sens que c'est didactique. Et il n'y a pas un automatone, contrairement à d'autres groupes analytiques qui font la séparation entre analyse thérapeutique et analyse didactique. L'analyse thérapeutique, c'est pour les malades, on les décide au départ, et les didactiques, c'est pour ceux qui vont devenir analystes, donc ils sont normaux, ou ils sont guéris de par leur première tranche, et ils vont devenir analystes. Ce n'est pas un automatone pour Lacan. Pour éventuellement devenir analyste, il y a un acte à produire. C'est d'ailleurs même ce que fondamentalement Lacan appelle l'acte analytique. Et celui qui accomplit l'acte analytique, ce ne sont pas les interventions actantes de l'analyste, c'est l'analysant lui-même qui va advenir comme analyste. C'est ça l'acte analytique, dans sa définition lacanienne la plus stricte. Qu'il accomplit un pas qui va l'amener à définitivement pouvoir un jour occuper la place de l'analyste. C'est-à-dire qu'il accède là où c'était le désir nouveau qui émerge en lui, un désir inouï, inoubliable, qui va le faire accéder à peut-être un jour, s'il ne l'était pas encore, exercer la psychanalyse. Voilà. Alors, et ça, c'était ouvert à tout le monde. Donc, quand je parle du tout venant, un tout venant qui venait parce qu'il souffrait, il était malade, il se considérait comme malade, lui aussi pouvait devenir analyste. Regardez bien les groupes analytiques, maintenant, de plus en plus, ils se ferment à l'ouverture au tout venant. Moi, je suis dans un groupe où je suis sidéré de penser que pour faire la passe, chez nous, qui est quand même une procédure difficile et complexe, elle est réservée qu'aux gens qui ont fait des analyses avec les AME de l'école. Donc déjà des analyses reconnues. Moi, je trouve ça assez grave. Parce que ça veut dire, ce groupe veut dire, les analystes sont chez nous, ailleurs, ce n'est pas des analystes. Et ça se traduit dans les rapports institutionnels entre les gens. Je pense que ça se produit probablement avec l'école de la cause. Bon, je ne suis plus beaucoup au courant de ce qui se passe à l'école de la cause, mais c'est quand même, je trouve que c'est un truc assez grave, ça. Parce que quiconque vient faire une analyse pourrait devenir un jour analyste s'il a le courage ou le fait de structure de commettre l'acte qui va l'amener à devenir analyste. L'analyste qui ne s'autorise que de lui-même. C'est ça la vraie définition de Lacan. C'est pas un type qui dit un beau matin, je mets ma plaque, je suis psychanalyste. Ça, il y en a plein des comme ça. Là, c'est l'analyste qui s'autorise de son égarement, quoi, en gros. L'analyste qui s'autorise de lui-même, c'est autre chose. C'est un fait de structure.
Bon, alors, donc, conquête d'un savoir dans la cure, que Lacan désigne comme notre seul lot de savoir, qui est à lire et qui est allié dans un lien social. Symptôme originaire qui n'est pas dissous, qui est peut-être simplifié dans la cure, pour le différencier des symptômes, qu'on les appelle, qui ne sont que des significations du symptôme dont ils se déterminent. C'est pour ça que quand on nous parle de la nouvelle clinique, des nouveaux symptômes, ce ne sont que des significations du moment, de la subjectivité du moment, mais la structure, elle est toujours là. Hein. C'est comme ça. C'est pour ça que plus on va vers la déliquescence des liens sociaux, plus on a intérêt à rester de plus en plus rigoureux sur nos positions par rapport à ça, par rapport à la structure. Ne pas céder là-dessus. Alors, voilà, le déroulement d'une séance, les séquences temporelles, qui sont devenues logiques. Il y a d'abord l'instant de voir, premier temps. Au fond, c'est le temps de l'intuition, et c'est le temps où le sujet consent, quand il s'allonge, au choix forcé, finalement, de dire ce qui lui vient à l'esprit, sans préparer à l'avance, sans choisir, sans chercher à comprendre trop vite, et sans réfléchir. Bon, une règle impossible à suivre, mais enfin c'est comme ça. Donc il y a une espèce de choix forcé auquel il consent, et il a été préparé à ça dans les entretiens préliminaires en principe. Hein. Ça peut être le développement d'une phrase, ça peut être l'évocation d'un rêve, ça peut être un ensemble de choses comme ça. Ça c'est l'instant de voir. Ça se présente donc... On peut dire que c'est le temps d'un instant, en fait, l'instant de voir. C'est le temps d'un instant qui est au fond caractéristique du battement de l'inconscient, cette pulsation comme ça, dans un moment d'ouverture où l'on peut saisir la simultanéité et l'instantanéité des chaînes signifiantes. Comme dans le travail du rêve, où le sujet dit sans comprendre. C'est un véritable tableau ou un fantasme, donc une espèce de fenêtre sur le réel. Et là, justement, dans sa pratique, Lacan, en tout cas, c'est comme ça qu'il voyait la chose, il faisait conclusion. Il faisait conclusion pourquoi ? C'est-à-dire qu'il intervenait. Il intervenait dans la hâte, en gros. Il actait l'acte, la hâte, la fonction de la hâte, qui est propre à toute décision. C'est-à-dire que la brièveté de la séance n'est pas calculée, elle est précipitée justement avant le moment de fermeture de l'inconscient. Il faut y aller là, il faut y aller, sinon on rate ce coup-là et il faudra attendre une prochaine fois. Donc c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'il opérait. Donc, autant à l'instant de voir, il répondait par le moment de conclure. Parce que l'analyste, il peut conclure par anticipation pour son analyse. Ce qui émergeait dans les dits du patient, c'est-à-dire un dire qu'il ne peut pas dire, c'est l'analyse qui lui pointe. C'est pour ça que Lacan parle justement de l'interprétation qui joue de l'équivoque signifiant, pour le mot canal par exemple, ne doit pas le rater. Alors, il a cette phrase comme ça qui est relativement simple, même si au départ on la trouve très complexe. Elle doit être preste pour satisfaire à l'entreprès de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire. Bon, je vais vous la commenter un tout petit peu quand même. C'est une très belle phrase, magnifique, c'est une phrase qui est dans la télévision, c'est les dernières phrases de télévision, je trouve ça merveilleux. C'était quasiment une improvisation pour lui. Lacan, il disait, enfin Freud plutôt, disait tout simplement que c'est comme le saut du lion, quoi. Il saute qu'une seule fois. C'est connu que le lion, il est tellement lourd que s'il n'attrape pas sa gazelle, il est foutu. Il faut que les femelles aillent lui chercher d'autres gazelles. Il ne peut pas faire plus, le lion. Alors, de quoi s'agit-il ? On joue de l'équivoque signifiante, ça a deux effets. Ça a d'abord un effet de déchiffrage du sens, ça donne un sens nouveau, le fameux pas de vis.
qui est relativement calculable dans le cours d'un discours, et ça produit aussi un effet de jouissance qui est absolument incalculable. Donc quand un analyste intervient, il peut viser, il peut avoir des effets de sens, mais il ne sait pas ce que ça va produire. C'est la suite qui va lui confirmer si ça marche ou pas. C'est une des raisons pour lesquelles il faut qu'il y ait des séances, des séquences là. Hein. L'analysant, il vient le lundi, il dit des choses, et le mercredi, quand il va revenir, il va reprendre ce qu'il a dit à la séance, et le samedi, et puis voilà, hein, ou bien dans 3 semaines, mais c'est des séquences qu'on suit comme ça. Hein. Il y a une dimension de surprise, et aussi de ravissement quand même, hein, qui est essentielle à pointer, de sorte qu'on ne peut pas parler de séances courtes, mais peut-être plutôt de séances où le sujet est pris de court quant à la signification de ce qu'il avait à dire. C'est-à-dire qu'à la place de ce qu'il voulait dire, il s'entend dire autre chose. Ça, on l'entend tout le temps dans les cures, les analysants qui vous disent « j'arrive pas à dire ce que j'ai à dire ». Et puis quand vous pointez un truc, un mot qu'ils ont sorti, ils en sortent, ils sont « oui, c'est ça que je voulais dire. Hein. Ah oui, c'est ça. » Ça n'a aucun sens, mais c'est ça. Autrement dit, l'analysant vient dans le transfert, dont je vous rappelle qu'il a une face d'amour vrai, il vient au rendez-vous de l'analyste, qui n'est jamais là où on l'attend. Son intervention est un acte qui ne peut pas être n'importe lequel, parce que justement il est appelé, aspiré par le discours de l'analysant, qui justement met en jeu, c'est une aspiration, met en jeu le désir de l'analyste, et c'est sur ce désir que la cure se règle. Donc l'intervention de l'analyste, qu'il s'agisse d'interprétation, qu'il s'agisse de scansion suspensive, qu'il s'agisse de ponctuation, qu'il s'agisse d'interruption des séances, c'est des coupures qui n'opèrent pas au même niveau, parce que ça peut être des coupures qui jouent sur le texte, ça peut être des coupures qui jouent sur le réel de quelque chose, ça peut être dans l'imaginaire. On arrête par exemple un récit qui est commencé d'une façon signifiante et puis qui allait se perdre dans des significations sans fin, on arrête comme ça, donc ça abrase l'imaginaire du sujet, ça le ramène au dit, si vous voulez. Ça a un effet de sujet. Le sujet, c'est la fente dont se définit le réel, dit Lacan. Le sujet représenté par un signifiant pour un autre signifiant dans un enchaînement qui va être suspendu, au fond, au moment du dire, qui est une contingence. On s'y met à deux, justement, hein, l'analyste et l'analysant, un dire de la vérité qui existe, comme je vous l'avais dit au départ, au dit. Une touche de l'inconscient, ce fameux inconscient interdit, jamais levé, de la sorte que quand même, ça peut, dans ces moments-là, cesser de ne pas s'écrire. Ça peut écrire un petit bout de réel. Le réel dit la vérité, mais il ne parle pas. Il lui faut une voix pour exister, comme le dit Lacan, au dit du sujet. Patrick, tu as laissé du temps pour les interventions. Comment ? Le temps passe et s'il y a des gens qui veulent poser des questions. C'est fini. C'est fini. Donc l'interprétation joue de l'équivoque signifiante, propriété de toute langue, son cristal, dit Lacan. Elle porte sur une énonciation du sujet, de son dit, elle concerne un savoir inconscient qui paradoxalement est un savoir sans sujet, puisque c'est un savoir dans le réel. Et ce savoir inconscient, justement, Lacan le définit comme étant une connexion de signifiants.
Ça n'a rien à voir avec la connaissance, qui est plutôt une accumulation d'informations et qui n'est pas du tout du même registre. Donc, dans la connaissance, il y a de la communication, mais le savoir inconscient, ça se joue qu'à ce niveau-là, et ça se joue que dans la singularité de chacun. N'empêche que ça a des effets de sens malgré tout. Hein. Donc des effets de sujet, justement, qui sont exigibles de la psychanalyse, parce que quand même, si les mots n'avaient pas de portée dans notre pratique, ben, la psychanalyse, ça serait du chiquet quand même. Hein. Seulement, évidemment, s'il y a un déchiffrage du sujet de l'inconscient, donc il y a la formulation sujet de l'inconscient, il faut faire très attention à ce que ça veut dire, c'est que dans l'inconscient, il n'y a pas de sujet. Il y a du savoir. Le sujet, c'est celui qui produit des... C'est lui qu'on déchiffre quand on fait l'analyse. On déchiffre le sujet du signifiant. Donc, ça porte d'une part sur le déchiffrage du sujet et sur ce que Lacan appelle un chiffrage de la jouissance, de ruineuse qu'elle était, la jouissance du symptôme dans lequel on est englué, très difficile à contrer, si vous voulez, la jouissance du symptôme. On passe à ce que Lacan appelle la jouissance, qu'il écrit en 2 mots, jouis, j'entends, sens, avec un trait d'union. Enfin, j'entends un sens. Ça a un sens, ce que je dis. Et il en résulte, bien sûr, une subversion du sujet dans la dialectique de son désir. Le sujet va advenir là où il était, divisé entre son être de signifiant, qu'on écrit S barré, manque à être, et son être de jouissance, objet petit a, plus de jouir comme une perte de jouissance. Reste le temps pour comprendre, qui peut alors l'occuper le reste de son âge, parce qu'il ne suffit pas de devenir analyste, encore faut-il apprendre à le rester. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Bien, je propose que, comme autrefois, nous puissions nous laisser aller à dire ce qui nous vient. On l'a entendu de la manière la plus simple possible, avec nos mots, comme ça, sans trop élaborer les choses. Puisqu'au fond, tu nous y invites d'une certaine manière en faisant entendre que c'est très difficile de saisir ce qu'est l'inconscient, puisque justement c'est totalement insaisissable et que pourtant, là, à cet instant, à cet endroit, il y a quelque chose qui existe. Voilà. Et puis ça s'en va très vite, quoi. Voilà. Donc je crois que c'était tout à fait ça qu'il y avait à entendre. Moi, ça m'a beaucoup fait venir des choses. Mais bon, allez-y, on en est tous là d'une certaine manière. Il y a une chose que vous m'avez fait venir, c'est à propos de Canal, et puis Lacan, évidemment, la coupure, et en particulier dans la conduite des séances. Et ça m'a fait souvenir, et j'en avais parlé il y a très longtemps dans un groupe, puis ça m'était sorti de l'esprit, qu'en Francique, c'est-à-dire cet agglomérat de vieux parlers germaniques, Lacan, donc il n'y a pas encore l'analysation qui va faire Lacan, qui donne en français le léon. C'était la marque, le trait qu'on faisait sur le manche, c'est-à-dire c'est le trait unaire. Et c'est aussi la coupure. Et la canne, il y a souvent une canne. Oui, mais non, mais la canne, vous voyez, ça donne le galion en français, et c'est vraiment la coupure que l'on instaure dans le paysage, en quelque sorte. Donc quand vous en parlez comme ça, je me demande, brusquement ça me vient comme ça, est-ce que Lacan, c'était du savoir insu ou c'était de la connaissance? Pour lui, oui.
je peux pas répondre ça. Un jour, il a joué de son nom propre en disant vous devez en avoir votre Jack Lac. Hein, il l'a dit comme ça. Mais c'est vrai que alors, à la cure, on touche au nom propre d'une certaine façon. C'est pour ça que je disais que moi, je ne parle pas de Lacan la personne, je parle de Lacan du texte. Hein. Et c'est vraiment parce que son nom est devenu un nom commun, est devenu donc un signifiant majeur dans la psychanalyse. Alors il parlait d'auteurs comme ça, comme Marx. Il se posait la question de savoir comment ces gens-là sont arrivés à inventer un discours, un savoir, et en le marquant de leur propre... Alors il disait, leur propre nom, il disait que c'est parce qu'ils avaient fait rentrer dans un discours qu'ils avaient inventé, ils avaient abaissé leur nom à devenir un nom commun. Oui, alors moi la question comme ça, est-ce que c'est pas l'objet du désir qui est toujours un nom propre? Qui est toujours qui a toujours un nom propre, fût-il sorti de la langue commune. Eh oui. Être de jouissance. Mais oui. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, là je ne l'ai pas dit aujourd'hui, c'est l'histoire de la cure, le moyen et la parole, mais au fond, ça s'écrit. Hein. C'est-à-dire que l'analysant parle, mais il apprend à lire. Il apprend à lire autrement, puisque l'analyste intervient, ou il est silencieux, mais il intervient parce qu'il est là, ça fait coupure, et que c'est des traits, c'est des marques. Ça procède d'une écriture. Donc, l'analysant, il lit, et dans la cure, il va apprendre à lire autrement. Et c'est ce qui se passe, il apprend à lire autrement. Tout en véhiculant toujours les mêmes signifiants, mais ça l'envoie à toute une série de choses comme ça. Donc je ne suis pas rentré dans le détail de ça aujourd'hui, mais ce sera pour une prochaine fois. Bon, je vais terminer sur le temps pour comprendre, ce qui est formidable, puisque justement, c'est ce qui était l'idée. Or, là, il y a un problème logique, parce que la logique exposée dans le temps logique repose sur ces trois temps. Oui. Et n'élide pas le temps pour comprendre. Non. Alors, tu as dit, il est légitime d'élider le temps pour comprendre. Oui. Alors, comment est-ce que ça se justifie? Puisque, justement, la logique du temps logique repose sur l'existence, néanmoins, de ce temps pour comprendre. Alors, pourquoi l'élider? C'est un des problèmes logiques que ça pose. Mais il y en a un autre. Justement, Lacan, et tu l'as bien rappelé, il nous dit bien que c'est un sophisme. Et oui, si c'est un sophisme, alors ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et il dit lui-même la raison, parce que ça suppose que tout le monde pense à la même vitesse. Ce qu'on sait très bien n'est pas le cas. C'est ça. Alors, ça fait quand même deux problèmes logiques. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est même le décor de son truc, c'est étonnant, quoi. Bon, 3 prisonniers à qui on va dire, écoutez, vous faites ça et on va vous libérer. Mais c'est le procès logique est là, mais chaque prisonnier est tout seul. Il parle tout seul, le prisonnier. Il voit, il est tout seul. Tandis que dans la cure, il y a un analyste. C'est pour ça que c'est légitime dans la cure d'élider le temps pour comprendre, qui se fait à chaque séance. Mais dans la cure, c'est l'instant de voir, le truc qui est dit, et paf, ça s'arrête là. Il y a une incise de l'analyste, une intervention, qui fait que c'est un moment de conclure. Ça peut se faire dans une séance plusieurs fois, ça. Ça peut se faire dans une séance plusieurs fois. Donc il y a un intervertissement des termes, mais il y a quand même un renversement de la dialectique. Moi, je l'ai développé d'une façon massive pour bien montrer de quoi il s'agissait, mais ça ne veut pas dire que ça interpénètre pas, hein, à chaque fois. Il y a quand même, au moment de l'intervention, quelque chose qui fait que ça fait comprendre quelque chose, d'ailleurs, où l'analysant part dans une autre direction, et comme s'il avait compris ou pas compris, ou ça l'avait amené dans une autre direction, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Hein. Moi, je l'ai séparé radicalement comme ça, parce que je pense qu'effectivement, on passe sa vie à chercher à comprendre ce qui s'est passé dans une analyse. Oui. C'est pas plus mal. Hein. Il y a une autre chose qui me frappe dans le récit du temps logique, c'est que
justement, les prisonniers ne parlent pas. Non, ils n'ont pas le droit de parler. À la fois, ils lisent et ils écrivent. Voilà. Puisque les mouvements de leur corps écrivent quelque C'est chose ça. et ils le lisent. Mais là où ils parlent, et ça fait partie du truc, Oui. c'est quand ils sortent et qu'ils s'expliquent Oui. devant le directeur de la Ça. prison. Parce que ça fait partie du truc. Le directeur de la prison avait bien dit, à condition que vous le justifiez d'une manière logique. Logique, voilà. C'est-à-dire que c'est là qu'ils se mettent à parler. Voilà. C'est comme... Et moi, je considère la cure, c'est là que ça se passe. Voilà. Et bien la cure, le sujet parle parce qu'il est en train de lire ce qui était déjà écrit. Hein, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que le lapsus, le mot d'esprit, ça se lit. Hein, c'est déjà écrit. Donc il y a de l'écrit déjà qui antécède la parole. Ce qui fait que je crois on peut conclure différemment Oui. de Lacan ou de toi. Personnellement, c'est ce que je fais. Je ne pratique pas la séance courte, ni la coupure à... Moi, ça Qui n'existe est pas, un la moment séance courte. coupure. J'ai essayé de dire que ça n'existait pas. D'accord, j'ai bien entendu, mais quand même. Mais quand même, ça non, ça n'existe pas. C'est ce que dit la doxa, bien sûr. Mais on ne pratique plus non plus la séance millimétrée, chronométrée, comme c'était de mise à l'époque de Lacan par les analystes de l'Institut. Et ça, c'est lui qui a introduit ça quand même. Même les analystes de l'Institut, je n'en connais pas, Oui. qui ne coupent pas la séance à un moment qui leur semble signifiant dans le travail en cours. Même ceux qui récusent, pour qui Lacan ne fait pas partie de leur héritage, ça, c'est rentré dans le monde analytique comme une évidence totale. Oui. Alors que du temps de Lacan, ça ne l'était pas. Il y avait vraiment le truc qui sonnait, Oui. le réveil, pratiquement, et c'était fini. Ah oui, quand C'était ça se fini. réveillait, il n'y avait plus de... Voilà. Il n'y avait plus rien. Voilà. On nous réveille. C'est un réveil toujours à la même heure, quoi. Voilà. Un drôle de réveil. Pour moi, c'est pas une évidence. Ce n'est pas une évidence que tous les analystes pratiquement coupent la séance à un moment qui leur semble opportun. Ben, ça Compte n'est tenu pas de ce évident, qui se puisque passe. moi, je ne le fais pas. Je ne le fais plus, après l'avoir fait pendant des années. Hein. Parce que j'ai été baigné dans l'enseignement de Lacan, Oui. j'ai fonctionné là-dedans aussi Non, pendant mais des je fais années. plus quoi? Je n'ai pas compris. Ben, la coupure à un moment qui me semble signifiant. Ah bon? Non. Tu la fais plus? Ah bon. Ah, comment faites-vous? Et je coupe au bout d'une demi-heure. Donc tu es revenu à Oui. un repérage comme ça, du temps d'exactitude. Ouais. Parce qu'il m'a semblé que le temps pour comprendre, justement, c'était pas un truc qu'on pouvait balancer comme ça. Je considère que la coupure, parce que ça, la coupure, c'est quelque chose qui me paraît vachement intéressant, la coupure, c'est ce qui se produit, non pas quand on coupe, mais quand ça se recoupe. Oui. C'est-à-dire que l'analysant arrive, il dit un truc, c'est parfois vachement signifiant, je pourrais couper tout de suite, dans la minute, effectivement. Et non, je laisse le temps pour comprendre, et l'analysant y revient, en général. C'est-à-dire, il fait tout un tour, un détour, et il y revient. Et c'est à ce moment-là qu'il y a intérêt à couper. Donc c'est pratique. C'est la même chose. C'est la Il même y a quand même référence. le temps pour comprendre qui n'est pas l'idée. Oui, mais moi je lui donne une plus grande... Excusez-moi, juste parce qu'à un moment, vous avez fait allusion au fait que quelque part, c'est le patient qui oriente, enfin, qui induit la façon dont l'analyste, justement, va scander ou pouvoir couper la séance. Ce que vous dites, monsieur, c'est que le patient revient là où il a mis un temps, justement, qui était susceptible d'être coupé, ce que vous appelez le recoupage. Donc, effectivement, c'est induit par le patient. C'est ce que vous dites. Moi, je suis assez d'accord avec vous sur le temps de la demi-heure. Alors, est-ce que c'est une question de respecter le temps de comprendre ou pas? En tout cas, ça n'est pas antinomique avec le fait de pouvoir avoir ce temps de scansion. Oui, c'est pas Qui forcément ne marque antinomique, pas mais... forcément la fin de la séance. Voilà, donc ça reviendrait à ce que tu disais, que ça peut se passer plusieurs fois dans un moment, dans le temps de la séance. Ça m'arrive aussi, effectivement, de faire plusieurs fois Moi, je pense que la façon... Bon,
ce que faisait Lacan, c'est inimitable. C'était lui qui faisait ça. Il l'inventait à partir de tout ce qu'il élaborait, bien sûr, puisqu'il disait que ça venait quand même de sa clinique, et qu'il se permettait des choses que on ne peut pas tous se permettre, ne serait-ce que parce que c'est pas notre élaboration toujours, mais il le faisait. Donc, c'est inimitable. Mais quand j'entends des analystes qui disent bon, on fait des séances courtes, ça, pour moi, ça n'a pas du tout de commune mesure entre l'intervention qui fait coupure et le fait qu'on garde les gens 10 minutes, ça ne veut rien dire pour moi. Je ne vois pas pourquoi on les garderait 10 minutes et pourquoi pas 3 heures. Il y a même un Suisse, je ne sais pas s'il est encore vivant, lui il faisait des séances de 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il avait 2 patients, il en faisait 3 heures le matin tous les jours de la semaine pendant 6 mois, et l'après-midi il en avait 2, ça coûtait très cher, mais il avait... bon, c'est pas ça le truc, c'est que moi j'essaie de faire passer que c'est une intervention, puisqu'il en parle, il vous disait, mais ça coupe, ça avait vraiment... C'est vraiment l'éclair, quoi. Ça revient tout le temps, la notion d'éclair chez Lacan, dans la passe, l'éclair et toutes ces choses-là. Hein. Ensuite, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais je vais dire la prochaine fois, l'élaboration de son inconscient, c'est plus simplement l'inconscient structuré comme un langage, c'est l'Unbewusst. C'est-à-dire qu'il va homogénéiser les formations de l'inconscient sous la rubrique de l'Unbewusst, de la bévue. C'est là que se manifeste l'inconscient. C'est quand l'inconscient, il émerge comme ça, puis il redisparaît aussitôt, et on passe notre temps à faire des bévues. C'est là-dessus que va porter effectivement l'orientation de l'enseignement de Lacan, à partir du moment où il dispose de cette structure borroméenne qu'il a explorée dans tous les sens et dans sa pratique. Justement, j'aime bien cette histoire de l'univers, parce que quand tu disais... il ne faut pas rater le moment. Oui. Moi, justement, je le rate. Ça ne me gêne pas. Mais tant pis, parce que c'est fait de ratage, justement. Ah non, mais rater, c'est pas grave. C'est raté, mais il faudra trouver une autre occasion. Mais ne pas substituer à l'interprétation comme ça, qui est donc coupure, une explication. Donner une explication là où il y a besoin de faire jouer l'équivoque signifiant. C'est ça que je veux dire. La différence, elle est là. Si on explique, c'est plus du tout de l'interprétation analytique. Ça devient effectivement des registres de psychothérapie et des trucs comme ça. Hein. Je pense qu'il y a peut-être moi je m'entends comme ça, il y a peut-être une dimension que j'aimerais... que j'entendais dans ce que vous disiez, Patrick, et qui pour moi est très importante, c'est que je ne crois pas qu'on travaille avec penser et comprendre, nous, les analystes, avec nos patients. Parce que justement, il y a eu l'acte, du fait de notre désir d'analyse qui a surgi, et c'était quelque chose qui submergeait absolument tout ce qu'on aurait pu penser. Tant d'un coup est tombé tout ce qui nous tenait. Et donc il y a cette surprise qui a à voir aussi d'ailleurs avec du corps, avec de la pulsion, avec de la précipitation, qui est quelque chose là qui fait tomber les registres de la pensée et du comprendre qu'on a l'habitude de faire quand on lit un texte, tout le monde le lit, avec l'alphabet de base. Et je dirais qu'il y a quelque chose qui est complètement submergé. Et quand il nous arrive d'arrêter les choses comme ça, on comprend parfois bien après que le patient, quelque part, faisait signe de quelque chose au niveau de l'inconscient et qu'on l'a entendu à notre insu. Donc, je pense qu'il faut entendre comprendre quelque chose du comprendre de l'analyste, qui est relié à son acte qu'il a placé là, dans ce lieu, où il représente dans le fauteuil l'insu. Hein, voilà. Lui, il en sait un peu plus parce qu'il a été jusqu'au bout à être saisi de ce qu'il ne savait pas et qui lui est arrivé. Il est devenu analyste. Hein. Voilà. J'en parlerai plutôt dans ce sens-là du comprendre. Maintenant, après, pour nous, comprendre ce qui s'est passé dans notre analyse, notre symptôme, ce qu'on en a fait après en devenant analyste, c'est une autre question. Enfin, je veux dire, c'est une logique qu'on peut développer, qui prend beaucoup de temps et qui est passionnante, et qu'on continue d'écrire. Mais ce n'est pas la même chose, hein, au niveau, je crois, de la science. Mais voilà. Par rapport à ce que j'entends,
j'aurais souhaité revenir sur un point précis. Moi, n'étant pas analyste ni homme analysant, je ne m'autoriserai pas à parler du temps de séance et de ce que j'ai compris, mais dans ce que vous disiez, Dr Wallace, moi, je n'avais pas entendu que vous évitiez le temps pour comprendre. J'avais juste vu une interversion par rapport à l'exposé que Lacan en fait dans le logique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes passé directement de l'instant de voir au moment où elle a hâte de conclure, et vous avez repoussé le temps logique dans un deuxième temps. Et ça me paraît souligner un aspect important, qui est que, donc, après on est revenu à fait de dire que c'était un sophisme. Et justement, c'est pas ça le sophisme, parce que Lacan le dit bien, c'est-à-dire qu'il expose une façon de donner l'énigme qui, elle, touche au sophisme, justement parce qu'on parle uniquement du raisonnement des prisonniers et de la conclusion de l'expérience. Or, il dit que ce n'est pas dans la réflexion des prisonniers, ni même dans leur mouvement, mais c'est dans des scansions que réside, au contraire, la solution du sophisme. Et ce qui me paraît intéressant, justement, c'est quand il intitule son article « Le temps logique », il en fait presque un mot valide, on pourrait presque mettre un tiret, c'est-à-dire que ce n'est pas le temps de la logique, parce qu'à mon avis, ce qui est démontré, et peut-être que ça nous ramènera sur des enjeux cliniques dont vous parliez, c'est que justement ça subvertit une dimension chronologique, et on pourrait dire synchronique ou diachronique, et justement et revenir dans ce cas-là au fonctionnement de la chaîne signifiante. Et par rapport aussi à tout ce que vous avez dit, j'avais envie aussi de souligner l'aspect de rétroaction. C'est ça. Et par rapport à ce que vous exposiez, justement, il me semble qu'il y a cet effet-là, mais finalement c'est ce que dit monsieur aussi, quand il dit qu'il laisse le temps pour comprendre, puisque le patient y revient. Et il y a ce mouvement d'aller et retour, et je voulais juste l'accrocher aussi à un mot que vous avez dit, vous avez parlé de la mort à un moment, vous avez dit quand on va à un enterrement, etc. Parce que justement, ce que Lacan montre bien dans son enseignement, c'est parce qu'il y a la mort comme dernier terme, que ça insiste dans la chaîne signifiante, et que ça fait retour, et que justement, comme on a, si on expose cela comme des éléments disparates, c'est comme les étapes d'une équation. Quand on est très brillant mathématicien ou quand on a un ordinateur, on peut sortir directement la solution et les avoir fait tous en même temps. On peut aussi nécessiter un temps pour comprendre, c'est-à-dire de les lire dans un certain ordre, dans un ordre de lecture qui leur donne d'ailleurs leur sens, au sens de la signification, mais la structure, elle n'en tient pas compte. Et c'est ce que dit aussi Lacan, à mon sens, quand il fait l'expérience des plus et des moins, et à la suite l'une de l'autre dans la lettre volée. Où il explique voilà, qu'il y a un sens de lecture, avec toutes les ambiguïtés signifiantes qu'on peut mettre. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il n'y avait pas d'élision. Il y avait justement le fait, à mon sens, vous étiez en train de montrer que justement, ce que veut dire Lacan avec le temps logique, c'est que ces étapes de la logique ne peuvent être comprises que dans une articulation, au sens comme dans la chaîne signifiante ou comme dans la structure, et que justement, elles ne tiennent pas compte du temps du dire. Et c'est plutôt dans leur articulation logique que réside la solution, et que, à mon sens, c'est ça qu'il explique, c'est que comment on va au-delà du sophisme, c'est en comprenant ça. Et finalement, que la solution, elle est, je dirais, dans ce qui fait retour, parce que c'est appuyé sur un dernier terme qui est celui de la mort. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai entendu ce que vous avez dit, ce qui est un petit peu différent. C'est vrai que vous avez raison de souligner la distinction entre... C'est ça qui est essentiel, entre la diachronie et la synchronie. Hein? Le nom du père, c'est la structure, le dip, c'est la diachronie que on veut trouver pour expliquer un peu la chose. Donc, la pratique de Lacan, elle tient compte, elle est du côté de la structure. Maintenant, il y a des cures où peut-être que des gens travaillent dans la diachronie, donc il faut que le sujet raconte l'histoire de A jusqu'à B ou de B jusqu'à C, que c'est des séquences de sa vie. Freud, quand même, avec l'homme ou loup, il a mis la gomme, parce que justement, alors qu'après, il fait une élaboration du souvenir écran en disant mais le souvenir écran, il a autant de valeur que l'événement originel. Et à la limite, même, j'ai peut-être jamais eu d'événement originel, mais il y a quelque chose qui s'est cristallisé dans un souvenir écran, et qu'il faut mieux rester à travailler ce truc-là que d'aller chercher ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance? Il ne s'est peut-être rien passé du tout. C'est des problèmes des procès signifiants qui se sont joués. Hein. C'est ce qu'il dit aussi quand il dit que le refoulement est premier, pas la répression. C'est voilà. Une chose, on peut intervertir. C'est ça. Moi, c'est comme ça que. Donc, c'est une pratique que je vois de ce côté-là, moi. Hein, de cet renversement dialectique du temps, comme ça. Et il y a un lien justement avec le temps du rêve. Oui, le temps de sa restitution dans oui. le temps de la séance, justement. Et également aussi avec le sens de la coupure
ou du fading, comme c'est dit ailleurs, ou du trait lunaire, ce qui est exactement la même chose. Et d'ailleurs, je vous avais laissé un peu une question d'ordre plus topologique dans mon petit mail à ce sujet, sur le fait de savoir si on pouvait la placer et de mettre donc son équivalent, à savoir aussi comme sujet sujet de l'inconscient S barré, le fait cette coupure qu'on doit faire dans cette bande, dans le schéma R qui est celle de la réalité psychique, et non pas du réel comme on voit parfois la confusion, cette coupure qui est nécessaire de faire pour en faire une bande de Möbius. Et de savoir si, selon vous, elle était là. Et ensuite, par rapport au nouage des trois registres, je vous avais posé la question de savoir si à partir de là, une fois qu'on fait ce quadrangle mi-mi entre les différents points dans le schéma R, de savoir c'est ce qui finalement, ça détruit l'unité du schéma en lui-même en termes de dessin, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que justement, ce qu'on va appeler la réalité ou la réalité psychique, c'est pas cet espace ou cette substance ou cette matière qui est autour de cette bande une fois formée et qui est à la fois intérieure et extérieure, ce qui en fait une surface particulière, comme dans les bouteilles de Klein, et que c'est cette surface-là qu'on appelle la réalité psychique et qui fait le contact entre le réel, l'imaginaire et le symbolique. Et moi, c'est toujours un peu comme ça que j'ai lu les derniers développements de l'enseignement de Lacan, notamment autour du tort, et que je relierai aussi à ce qu'il dit plus tôt dans son enseignement, notamment à partir des 4 concepts, sur ça y est, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire par rapport au lâcher, c'est perdu, c'est bon, perdu, c'est bon signe. C'est très bon. Voilà. Faites avec Donc, perdu, quoi. sans chercher. Oui, voilà, c'est perdu. Et par rapport à la pulsion, où il parle justement de la structure du bord et il fait des développements à la fois sur le pot et puis aussi le pot de moutarde. Il dit par exemple que le pot de moutarde n'est jamais plus de moutarde que quand il n'en contient plus. Voilà. Et donc, je voulais avoir votre avis, savoir si c'était une lecture pertinente de penser que c'est cette surface dont on parle quand on parle de réalité psychique. Il faut que je réfléchisse un peu. Parce que peut-être que vous avez fait une bonne lecture et que moi j'en sais rien, je ne vais pas juger de la lecture. Non, ce que je voulais dire dans le mode d'intervention, c'est que moi je sais, il y a des analystes qui ne parlent jamais dans les séances. Donc l'analysant, il parle, il ne sait pas où il est. Et quand on travaille, quand on est avec un analysant et qu'on ponctue ce qu'il dit à intervalles réguliers, il arrête de répéter, il dit autre chose. Sinon, il va passer une séance à lui dire cette espèce de crétin, il n'entend rien, il était en train de dormir, et donc il va lui répéter 20 fois le même truc pour que l'autre lui dise voilà, mais c'est ça, bien sûr, votre mère est une salope, c'est une salope ma mère. Oui, c'est une salope, c'est pas grave. Il a compris que c'est ça qu'il voulait. C'est vrai, il l'a dit, ça ne veut pas dire qu'elle est réellement une salope, ça veut dire qu'il l'a dit, c'est ça qui est vrai. C'est pas le réel, le vrai. Hein. Vous l'avez dit, comme dit, ça c'est parfait, bon, c'est parfait, parce que vous l'avez dit, c'est parce que ce que vous avez dit, c'est ça que vous avez dit. Hein. Et c'est par recoupement successif qu'il y a un réel qui est bordé, qui est cerné, puisque c'est réel impossible à dire, il est toujours là, le réel de l'inconscient, il est là, toujours en train d'insister, et le désir, il insiste tout le temps pour être reconnu, et il faut qu'il soit reconnu par les objets premiers du désir, c'est-à-dire par des signifiants. Il faut qu'il s'amarre aux signifiants. C'est-à-dire que le désir à l'état, le désir indestructible de Freud, c'est la vie, c'est la force vitale, c'est tout ce qu'on voudra. Ça a une dimension bizarre de dire que le désir est indestructible quand même, c'est la dernière phrase de la science des rêves. Et en fait, c'est l'élan vital, on ne sait pas trop ce que c'est, et il faut que ce soit amarré par des signifiants pour que ça fonctionne pour un sujet. Il a besoin d'avoir des amarres signifiantes pour se repérer dans l'existence. Sinon, il ne se repère pas. Recoupement, c'est ça. Oui, des recoupements, oui. Coupure, recoupement, forcément. Hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut lui répondre, comme tu dis. Oui, il faut intervenir. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait un effet de résonance du côté de l'analyse pour son analysant. Si l'analysant ne produit pas des effets de résonance du côté de son analyse, c'est-à-dire que c'est pour ça que je disais qu'il va au rendez-vous de l'analyste et il va se entendre dire qu'il ne pensait pas pouvoir dire, ou dire autre chose, mais en même temps, il aspire l'analyste, il faut que là, tu me dises quelque chose. Quoi. Je ne peux pas aboyer pendant des années sans qu'il y ait de réponse. Il faut quand même que de temps en temps, on me coupe de façon à ce que ça fasse écriture, ce que j'ai raconté. Moi, je vous dis ça parce que j'ai été dans des jurys de la PAS. J'ai écouté beaucoup de
témoignages de passeurs avec des passants. Ce qui me frappait, moi j'étais sidéré les premières fois, de penser que la destinée de quelqu'un était suspendue à quelques signifiants. Quand il n'y a plus le sujet qui est par là. Parce que quand on est en analyse, on a quand même il y a un réel qui se joue. Mais quand on est dans un dispositif de passe, on entend des passeurs témoigner de ce qu'ils ont entendu du passant. Donc c'est désubjectivé, c'est désaffecté plutôt. Moi j'étais sidéré, je me dis comment la vie de quelqu'un, ça tient à une petite chaîne signifiante qui est sa structure, en fait, c'est ça qui le fait fonctionner dans la vie. Et ça c'est inoubliable. Mais celui qui parle, les analyses qui n'interviennent pas, si on donne des explications, on rajoute de l'imaginaire, on rajoute de la signification, donc on renforce le symptôme, c'est ce que dit Lacan très bien, d'une façon très claire. Plus on donne de signification, plus il y en a. Et on entretient les sujets dans leurs symptômes. Il faut raser les significations pour toucher au sens. Le sens, c'est du côté du réel, hein, c'est pas le sens au sens philosophique. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce terme que Lacan pointe de la jouissance en tant qu'elle est souffrance du symptôme. C'est quand même une saloperie, hein, la jouissance du symptôme. Et le sujet, il se colle là-dedans, et c'est très difficile de détacher un sujet de la jouissance de son symptôme. Pour que ça devienne jouissance au sens où j'entends un sens, qui n'est pas la signification, donc à ce moment-là, ça devient, c'est joie, quoi. Ça rend la vie un peu plus légère et un peu plus amie, quoi. C'est-à-dire que quand on se balade dans les équivoques, on peut quand même un peu sourire et un peu rire de la vie, quoi. Même si elle n'est pas toujours très drôle. On ne peut pas être toujours dans la douleur d'exister, quand même. Non, il y a bien des moments où on jouit. Oui. Oui. D'autant que si le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant, il est situé justement dans la coupure, qui peut aussi être cette coupure dans la séance, c'est-à-dire que ça le pointe comme sujet de son discours, le fait de l'interrompre, finalement. Oui. Alors vous savez, Lacan et son histoire de sujet représente... Il n'y a pas de théorie du sujet chez Lacan. Hein. Il y a une théorie du signifiant, et encore une définition radicale, tellement que les linguistes se bouleversaient d'horreur, parce qu'ils ne parlent pas du signifiant comme les linguistes. Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. C'est la seule définition qu'il y a du signifiant chez Lacan. Et puis il dit à un moment donné, le signifiant, c'est ce qui fait signe à un autre signifiant, c'est pour ça que c'est un signifiant. Ben, bravo avec ça. Quand on dit ça à des linguistes, évidemment, avec l'arbitraire, le nécessaire, les significations, voilà, il dit ça comme ça. Il n'y a pas de théorie du sujet chez Lacan. Seulement, à un moment donné, il était dans ses envolées, comme ça, il s'est dit, mais il s'est aperçu que petit à petit, les gens pensaient que le sujet du signifiant ne pouvait être qu'une combinatoire signifiante, un calcul, quoi. Hein. On lance les dés en l'air, le sujet il est pendant que les dés roulent, et puis quand ça retombe, ça y est, il est à nouveau dans les chiffres qui ont été sortis par le jeu de dés. Comme un pair ou un pair. Voilà, c'est des travaux qu'a fait Jean-Claude Milner. Et Lacan, quand il a réalisé ça, parce qu'il ne le réalisait pas vraiment, lui, il ne faut pas oublier que nous, on n'a pas affaire qu'à ça, on a affaire à un par-l'être qui a un corps, qui a une histoire, qui a une jouissance, qui a des symptômes, qui est là, qui est vivant en plus. Donc le par-l'être, ça enrobe tout ça, c'est quand même pas n'importe quoi. Et qui vient souvent avec une souffrance, c'est pour ça que vous disiez qu'il faut qu'il y ait une réponse. Justement, Lacan, il a une phrase, je crois que c'est dans la télévision à propos de ça, où il parle de la guérison, où il dit que c'est une demande, à mon avis, à entendre au sens de demande comme dans son enseignement, qui part de la voix du souffrant et dit l'étonnant, c'est qu'il y a réponse. Oui. Et j'adore cette phrase parce que, a priori, ça paraît pas étonnant parce qu'il vient pour ça. Et l'analyse, normalement, est quand même là pour ça. Et Lacan dit quand même que c'est étonnant qu'il puisse y avoir une réponse à la souffrance et à la demande de guérison. Il y a une guérison. 2 sur 3. En plus, non seulement il y a des tas de choses, mais en bonus, il y a en plus... Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut entendre 2 sur 3. C'est un bonus supplémentaire. Hein. Voilà. Oui, on s'arrête. Peut-être bientôt, à moins qu'il y ait vraiment une presse terrible pour que quelqu'un qui n'a pas pu intervenir veuille intervenir. Comme c'est sur la coupure, je me suis permis de... Croyez pas que j'ai compris tout ce que j'ai dit. Mais peut-être que
que certains d'entre nous ont entendu quelque chose. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'était faire passer un dire. Donc, Oui, tout à fait. voilà. Oui, tout à fait. Et on vous remercie, Patrick. Oui, ça fait très bien. Ben voilà. Merci d'être venu soutenir